Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus de la République, mesdames, messieurs les dignitaires des cultes religieux, messieurs les consuls généraux, mesdames et messieurs, très chers amis. Nous avons quitté Paris le 13 juin 1940, oui, dans l'après-midi. Oui. Et le 14 juin, les Allemands sont entrés. Alors nous sommes arrivés à Montauban en septembre, on nous a autorisé à résider un mois, plus de 2 mois, et en octobre, il y a eu les lois de Vichy. Nous étions indésirables. Il fallait partir. Alors nous sommes partis à Marseille. La ville de Marseille connaît au mois de janvier 1943 un véritable séisme. Pendant une dizaine de jours se multiplient les arrestations, les contrôles de police, les rafles dans la rue et à domicile, et aussi cette période culmine par la destruction de 14 hectares dans le quartier du Vieux-Port, ce qui représente près de 2000 immeubles. Et 20 000 personnes ont été déplacées, envoyées vers le camp de Fréjus, d'où elles reviendront, mais enfin, pour ne plus rien retrouver dans leur domicile. Les autorités allemandes, donc, demandent aux autorités françaises de participer à cette destruction des vieux quartiers et aux déportations. Alors, s'engage une sorte de négociation un peu dramatique et même un peu sordide. Les Allemands disant « nous voulons détruire l'entièreté des vieux quartiers » et les autorités françaises, à ce moment-là, disent « non, non, écoutez, réduisez le périmètre, mais nous, ce qu'on vous propose en échange, c'est d'étendre les contrôles à l'ensemble de la ville. Et mieux, de participer aux rafles ce qu'on appelle les indésirables. Et parmi ces indésirables, bien évidemment, les Juifs, qui sont l'ennemi juré, désigné par les nazis, et que le régime de Vichy a voulu exclure de la société. En août 1942, alors qu'on était encore dans ce qu'on appelait la zone libre, c'est-à-dire les Allemands n'étaient pas présents, le régime de Vichy a pris la décision d'envoyer en zone nord des Juifs, de les rassembler d'abord dans des camps et de les envoyer en zone nord, tout en sachant à peu près certainement qu'ils partaient vers l'extermination. Donc là, le régime de Vichy a montré sa complicité la plus totale avec les nazis. Il n'était pas contraint de le faire, puisqu'en théorie, la zone était sous le contrôle de Vichy, et non pas des Allemands. Le vendredi 22 janvier 1943, je travaillais dans une confiserie derrière la Bourse à Marseille. Et j'ai vu arriver des camions, avec des sidecars aussi, des GMR, des groupes mobiles de réserve, sans arrêt. Ils venaient de la porte d'Aix. Mais je ne me doutais pas que c'était pour nous. Le soir, après mon travail, je rentre tranquillement à la maison, rejoindre ma mère et ma soeur, au 13 rue d'Aubagne. C'était la nuit de vendredi à samedi. À 2 heures du matin, on frappe à la porte, police, ouvrez. Ma soeur Victoria ouvre, il demande papier d'identité. Alors ma soeur montre le papier. Il y a le tampon juif que la loi de 1941 nous avait imposé. Et le policier me dit, moi il ne m'avait pas encore vu, et il dit à ma mère et ma soeur de descendre pour contrôler l'identité. Ma soeur lui dit, mais contrôlez ici les papiers. Non, non, il y a pour 2 minutes. Ma mère était prête à se lever, mais elle était malade. En derrière, il y avait un jeune GMR, armé.
Il lui dit au civil, laissez-la la pauvre, elle est malade. Alors, le policier perplexe, il a pris un papier, il a marqué, Madame Marie étant malade, sa fille reste pour la garder. Il me dit, moi, vous venez, mais vous donnerez ça au policier, en bas, au commissaire, en bas, qui décidera. Alors, en descendant l'escalier, au premier étage, il y avait un cabinet. J'ai dit au policier, je peux aller pisser un coup? Il me dit oui. J'ai pris le papier que m'a donné le policier, j'ai jeté dans les cabinets, j'ai pris les papiers de ma mère et de ma soeur, je les ai cachés dans mon slip. Arrivé en bas, on me fouille, on me prend mon nom et noté. Et le policier me dit, vous êtes seul? Et je dis oui. Il me dit, vous n'avez pas de famille? Et je dis non. Il dit, allez, embarquez-le. Alors, il y avait un camion. Alors là, ce sont des GMR. On monte dedans, dans le camion. Puis une minute après ou deux, je vois arriver une femme très bien, une très belle femme, je dis 60 ans environ, et un homme, je dis environ 32 ou 33 ans. Ils montent dans le camion et je donne la main à la femme pour l'aider à monter. La femme me donne la main et elle se tourne vers les policiers, les GMR, avant de finir de monter dans le camion. Elle dit, on nous embarque comme des boutons à l'abattoir, d'un ton digne et ferme. Et sans assis à côté de moi, alors il s'est présenté, il m'a dit, je m'appelle Edouard Krief, il y a 2 heures j'étais encore à l'opéra, je chantais la Tosca. Il me raconte un peu sa vie. Il m'a dit qu'il est marié, qu'il a un enfant. Mon père, à ce moment-là, était à l'Opéra de Paris. Il était un des grands ténors de l'Opéra de Paris. Donc il a chanté à Bordeaux, il a chanté à Toulouse, il a chanté dans toutes les villes de zones non occupées, du côté de la Méditerranée, à Nice, à Toulon, enfin toutes les villes qui avaient un grand théâtre. Mais on vivait à Marseille en règle générale. Donc à la sortie du théâtre, il avait chanté la Tosca de ce soir-là. Et on lui avait conseillé au théâtre de ne pas rentrer. On lui a dit, il va se passer quelque chose ce soir, il va se passer quelque chose au Vieux-Port, n'y allez pas, ne rentrez pas chez vous. Mais mon père se sentait tellement sûr de lui avec ce statut de pupille de la nation. D'abord, il était très fier du travail qu'il faisait, tout le monde en était très fier, il était sûr qu'on ne le toucherait pas déjà sur ce plan, mais encore moins parce qu'il était pupille de la nation et que sa mère était veuve de guerre. Donc pour lui, il s'est dit, je ne vais pas me cacher pour une histoire comme ça. Et au contraire, et donc il est rentré. Et dans la nuit, il y a eu la rafle qui a raflé tous les juifs qui avaient été nomenclaturés. Il est rentré du théâtre, il mangeait tranquillement, quand on a tapé à la porte, évidemment, et à ce moment-là, on l'a arrêté avec ta grand-mère. Ouais. Et Paulette s'est retrouvée toute seule, et elle m'a appelée. J'ai été la première à demander conseil. Elle me dit, Hélène, on vient d'arrêter mon mari et, voilà, et ma belle-mère, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, mais le petit dort. Je lui dis, écoute, le petit risque rien, tu le laisses ou tu le prends. Un jour, ma mère a eu envie de faire un concert pour les enfants pauvres de Saint-Gabriel.
Et elle voit à l'affiche de l'Opéra de Marseille, Monsieur Édouard Crif de l'Opéra de Paris. Alors, elle y va et elle demande à Édouard Crif, Monsieur, est-ce que vous voudriez prêter votre concours pour un concert au profit des enfants pauvres de Saint-Gabriel? Et Édouard Crif lui répond, mais madame, bien volontiers. Et quand ma mère lui demande, Monsieur, quel sera votre cachet, il lui dit, mais madame, pour les enfants pauvres, on ne prend pas de cachet. Quand un jour, à la maison, nous voyons arriver Paulette Crif en larmes avec le petit Jean qui avait 3 ans. Et nous disons, on a ramassé Édouard cette nuit avec sa mère. Tout de suite, mes parents lui ont dit, bon, écoutez, montez. Au 3e, nous avions notre appartement parce que la maison était grande, il y avait 4 étages. Et leur chambre était au 3e, qui donnait sur le jardin. C'était la plus reculée. Et Paulette et petit Jean se sont installés là, en attendant des nouvelles. La police française prend en charge les rafles dans l'ensemble de Marseille. À partir du 22 janvier, la ville est complètement quadrillée. Alors, il y a des rafles qui se déroulent le 22 janvier, qui continuent le samedi 23. Et le samedi 23, on boucle complètement les quartiers du port. Et le lendemain, on fait évacuer très très rapidement l'ensemble des habitants de ces quartiers du Vieux-Port. On arrive à la prison de Beaumette. Alors à la prison de Beaumette, les camions se mettent l'arrière donnant sur l'entrée de la prison. Et à côté de notre camion, je vois une femme qui réclame, le camion est prêt à repartir, elle réclamait ses béquilles qui étaient restées dans le camion. Elle me dit, mes béquilles, je ne peux pas marcher sans elles. Et j'ai vu un GMR lui dire, oh, bientôt vous n'aurez plus besoin. On trouve dans les archives certaines phrases disant, bon, si vous partez là-bas, vous n'aurez plus besoin de rien. Et si vous savez ce que je sais, hein, donc, et j'ai cité tout à l'heure un tract de la résistance qui disait on a employé les gaz. Donc la vérité filtrée. Mais il est vrai aussi qu'au niveau du français moyen, ou même de la population juive, on ne savait pas très bien hein, ce qui se passait concrètement. Bon, on nous a fait entrer à la prison. Il y a déjà des femmes, des enfants, des hommes. Et puis je rencontre Madame Elisa Vallariola et Madame Rachel Capilouto. Madame Elisa Vallariola habitait au 11 rue de Bagne. Moi, avec ma mère et ma soeur, nous habitions au 13 rue de Bagne. Et Madame Rachel Capilouto, qui était veuve, habitait au 15 rue de Bagne. Alors, Madame Rachel Capilouto, qui est originaire de Izmir comme moi, elle me dit, qu'est-ce qu'on va nous faire? Je lui dis, rien. Elle me dit, ils vont nous libérer? Mais bien sûr. Mais je mentais. Je savais bien qu'on n'allait pas être libérés. Elle m'a répondu en espagnol, que Dieu t'entende, mon fils. C'est là, c'est la dernière fois où il a vu ma mère et puis il ne l'a plus revue. Et puis d'un coup, il s'est rappelé qu'elle avait 2 enfants, Juliette et moi, qui était ma sœur et moi. Ma sœur, avant son décès, m'a téléphoné et m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était notre voisin de maison qui nous cherchait et qu'il avait été arrêté avec ma mère dans la même Ralph en 43, en janvier 43. Ma mère m'avait envoyé 2 ou 3 mois avant la Ralph qui s'est passée à Marseille chez une organisation juive qui s'appelle l'OSE, qui nous avait mis dans les Hautes-Alpes, dans une maison d'enfants. On était partis pour des vacances, et puis c'était pas des vacances, parce que ça a duré jusqu'à aujourd'hui de ne plus revoir ma mère.
Ce qui est bouleversant pour moi, c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. Elle nous avait pris au train à la gare Saint-Charles. Quelqu'un était venu nous chercher, ma soeur et moi. Et ma mère a commencé à courir après le train quand il a commencé à démarrer. Elle courait. Je vois encore ma mère courir sur le quai, par la fenêtre du train. Et j'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, elle court pour nous rattraper. Az Eva, 9 ans. Atali Israël, 14 ans. Atas Jacques, 2 ans. Avidor Violette, 15 ans. Hazard Georges, 15 ans. Bache Michel, 1 an. Bache René, 2 ans. Bacouche Bernard, 2 ans. Bédouc Georges, 16 ans. Eskenazi Anaël, 15 ans. Eskenazi Daniel, 2 ans. Le dimanche matin, de bonne heure, on nous annonce qu'on va être libérés. Vous allez rentrer chez vous. Lorsqu'ils ont ouvert les portes de la prison, j'ai compris ce que ça voulait dire. Les Allemands nous attendaient. Les personnes qui ont été arrêtées à Marseille sont aussi envoyées dans la zone nord à partir de la prison des Baumettes, et même à partir du commissariat central de Marseille, qu'on appelle l'évêché, parce qu'il était à proximité de l'évêché. Donc tous ces convois se rejoignent, ce qui fait que plus de 2000 personnes vont être envoyées à Compiègne, puis Drancy, et vers les camps de la mort. Il y avait des paniers à salade, il y avait des vitrées avec des barreaux. Le chauffeur est un gendarme français, et à l'arrière, un de chaque côté, des gendarmes français également. Et le convoi s'est mis doucement en marche, et de chaque côté, il y avait des Allemands en armes. Et nous sommes arrivés à la gare d'Arenc. Sur la gauche, il y avait un groupe de SOL, Service d'ordre légionnaire, ce que par la suite on a appelé la milice. Et puis il y avait des fonctionnaires souriants, ils avaient l'air fiers de besoin qu'ils étaient en train d'accomplir. Alors on nous a emmenés en tête du train, nous sommes montés dans les wagons. Alors, à un moment donné, quelqu'un que j'ai reconnu dans le livre, il a dit « levez les bras ». Le wagon était plein. On a levé les bras et ils ont poussé encore d'autres personnes. Parce que les bras, le long du corps, ça tient la place. Et alors, j'ai vu un employé des chemins de fer avec une grosse pince, d'ailleurs on l'aperçoit sur le wagon, sur le côté gauche. Il a fait fermer le wagon, et ils ont plombé, ils ont mis de blanc. Et à 10h du matin, le train s'est mis en marche. Et au moment du démarrage du train, j'ai vu tout le monde, enfin, ils étaient tous debout, on ne peut pas s'asseoir. Ils ont récité le Kaddish. À l'arrivée, ils savent qu'on va être tous tués, on ne savait pas comment. Alors, il y a la personne pour dire la prière. Alors, ils disent à la voix. Pour eux-mêmes. Hein. Amen.
וביום יכול וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמך חכם מברך מעליו נעמה עלמיה יתברך ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתנדב ויתעלה. Nous étions 60, on s'est compté, 60 dans ce wagon. Parce que même la lucarne était fermée hermétiquement. C'est pas comme il y a des barreaux, là c'était en fer. Après, pour pouvoir s'asseoir, alors il gagnait un peu de place pour pouvoir respirer. Alors ce qu'on a fait, quelqu'un a donné le conseil de s'asseoir et celui qui était devant nous mettait le dos contre nous, comme ça, et ainsi de suite. On pouvait respirer un peu. Moi j'étais près de la porte coulissante, j'avais un petit peu d'air. À chaque fois que le train s'arrêtait, les soldats, avant de descendaient, ils se mettaient devant les wagons. Et il s'est arrêté dans l'après-midi, et à un moment donné, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un dans un wagon devant, il s'était enfui, ils lui ont laissé les chiens, puis j'ai entendu des injures en allemand, ils l'ont rattrapé, j'ai entendu taper des gifles, le taper. Dans le noir, il y a des hommes qui avaient la diarrhée, on l'a mis dans un coin. Il y avait 2 hommes, les pauvres, qui sont devenus fous. Ils criaient, ils voulaient leurs femmes et leurs enfants. Et tout d'un coup, dans la nuit, j'ai senti de l'air frais. Alors j'ai vu que des prisonniers avaient réussi à ouvrir la lucarne. Alors le grand-père, il a dit, quand tu vas sauter du train, saute dans le sens de la marche du train et loin, pour ne pas être aspiré. L'Oriole, non. Il faut passer, c'est par là qu'on prend la route de ce côté, je crois. La Voulte et Charmes, ça doit être... Voilà, Charmes-sur-Rhône. Voilà. Ça va d'arriver à Valence. L'homme qui avait 60 ans, il a sauté le premier, le grand-père. Et puis après, j'ai compté un autre, 2, 3. Moi, j'allais sauter le 4e. On faisait la queue. Pas avant que la vigie s'aperçoive. Le train marche. Et il y a un homme qui m'a approché de moi, qui m'a dit, laisse-moi passer. Il m'a dit, je suis père de famille, j'ai une femme, des enfants, avant qu'ils s'aperçoivent. Bon, j'ai laissé passer. J'ai fait la courte échelle, il a mes pieds, hop, voilà dessus. Juste j'allais sauter. Et un autre qui me dit, laisse-moi passer aussi, moi je suis marié, tout ça, des enfants. Je dis bon, il est passé aussi, hop, j'ai fait la courte échelle, il passe pas par-dessus le wagon. Et après, tu peux faire un tour, il y a un autre qui me dit encore qu'il veut passer. Ah, j'ai dit non, moi j'ai ma mère, j'ai dit. Non, je laisse pas mon tour. Et ben voilà, le sens du pont, ça doit être plus loin, là, le pont du chemin de fer. Donc c'est pas loin. Et la gare est de suite première à droite, là, je pense. Voilà, voilà. Ça, c'est là, ça est au milieu. Ils sont évadés à 2. Un a sauté sur l'autre. Je veux dire d'ailleurs que c'est le Gattegno. Mon père a sauté en vol de l'ange pour essayer de s'éloigner du train. Il a été rabattu contre le train. Et dans son dos, heureusement d'ailleurs, Gattegno a sauté dans son dos en boule. Et c'est probablement ce qui a empêché mon père de revenir complètement sous le train, parce qu'il a senti le train passer très, très à côté de lui.
Et moi j'étais suspendu comme ça. Et je voulais sauter juste. Et d'en haut, il me faisait comme ça. Parce qu'il voulait la place, il voulait sauter les autres aussi. Et j'ai vu ça faisait haut. Et juste j'allais sauter, il y avait ce pont là. Et c'était des piliers très hauts. Ça a été refait là, le pont. Alors, aussitôt le pont, j'ai sauté. J'étais tombé à peu près comme ça. Voilà. Et alors j'ai attendu que tout le train passe. Bon, je m'attendais à être mitraillé. Et quand je me suis... Quand tout le train a passé, je me suis relevé, j'avais plus de chaussures. Il y en a eu une chaussure, je l'ai trouvée. Par exemple, par là, environ 3 mètres plus loin à peu près. Et une autre, je l'ai trouvée encore plus loin. Saint-Georges, Charmes-les-Bains, c'est ça. C'était marqué Saint-Georges, madame. Charme, c'est marqué. Saint-Georges, mais Charme, ça a dû tomber, je crois. Ça a dû tomber? Oui, oui. Ah voilà, Vous avez travaillé là, non? Hein? Vous avez travaillé Non, là? je n'ai pas travaillé là. J'ai sauté du train en marche. Oui, alors c'est pour ça que... En quel honneur vous avez tombé? Ah, c'est pas un honneur. Ça a fait 60 ans. Ah, oui. Alors, on était prisonniers. Je me suis couché jusqu'à que le train Vous passait. n'avez pas été blessé, non? Non, les choses, les raflés, les mains, les genoux. Les mains, les genoux, bien sûr. Mais je m'attendais à être mitraillé quand même. Oh là là. Parce qu'il y avait les SS à bord avec des mitrailleuses, en tête, en queue, au milieu du train. Et donc la première chose, il a dit tout de suite on se sépare, il était assez couturé, il a dit on se sépare, on se sépare. Et ça je sais ça parce que j'ai entendu. Donc il est allé frapper à la porte d'une église, un curé l'a récupéré, l'a emmené chez un médecin, parce qu'il fallait qu'il... Le médecin l'a soigné, et comme c'était dans la région vers Lyon, c'était dans la région, c'était déjà assez haut dans le Rhône. Messieurs, dames, bonsoir. Oui, il y a monsieur, sans se connaître depuis... J'ai connu votre père, voilà. Mais je ne savais pas son nom. C'est un vieux temps. Et j'ai fait sa connaissance le 24 janvier 1943. J'ai sauté vers 20h du train. Ah oui, voilà. Par ici, je suis arrivé entre la 20h un peu après chez lui. Oui, merci. Pareil. Eh oui, mais c'est un... Oui, c'est... Il est en vie? Bah non. Ah non. Mon père aurait 100 de poussière. Ah bon? Oui, parce que moi j'ai né 80. Hein. Oui, alors, c'est pas pareil. Moi, quand j'ai sauté, je ne savais pas où j'étais. Bon, après j'ai vu Saint-Georges marqué, là, il y avait la pleine lune. J'ai vu une semaine, là, je suis allé, sans savoir où je vais. Il a été le maire de la ville. Et j'ai vu à un passage, et à un moment donné, une maison. J'ai reconnu la maison. J'ai frappé, personne n'a répondu. Ah, ils ont changé la porte. Je voulais, c'est plus la même porte. J'ai reconnu, c'est sur la gauche. Oui, mais... Hein, voilà. Et alors après, je suis allé plus loin, j'ai vu un ray de lumière à travers les volets, j'ai frappé. Il m'a ouvert, je lui ai dit voilà, je viens de sauter le train en marche, je suis juif, c'est tout ce que je lui ai dit. Il m'a fait entrer. Je vais te montrer où il m'a conduit. J'ai passé la nuit sur... Je pense que ça doit être à peu près là. C'était soit ils ont construit ici, soit c'était là. Je me suis baissé pour entrer. Il y avait des fagots. Je me suis allongé sur les fagots. J'ai passé la nuit. Ce médecin, mon père était un ténor connu, y compris à Lyon. Donc il a fait téléphoner au médecin à des gens qui étaient des admirateurs de mon père, qui s'appellent les Durif, qui avaient une usine de boulonnerie à Firminy, à côté de Saint-Étienne, et qui, eux, se sont occupés de venir le chercher. Et donc, il a fini de se guérir chez eux, et ensuite, la résistance de Lyon lui a fait des faux papiers au nom de Garcia, mon père, qu'il n'a d'ailleurs pas utilisé, et il est redescendu par le train jusqu'à Marseille.
Alors le lendemain matin, entre-temps, votre père est allé trouver le pasteur Louis Dallière pour lui demander s'il pouvait m'accueillir. Alors, quand le pasteur lui a dit oui, elle m'a dit je vais te conduire chez le pasteur et je vais marcher devant toi à 10 ou 15 mètres. Avant un moment donné, je vais me baisser, ramasser un caillou et sur la droite, la maison qu'il y a, tu es attendu dans cette maison. Et moi, je continue ma route. S'il y a n'importe quoi qu'il arrive, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. À côté de la maison du pasteur, il y avait un monsieur qui était garde-voie, qui est décédé maintenant depuis longtemps. Il était dangereux que le pasteur vous accompagne jusque chez lui et rentre avec vous, parce qu'il risquait de le dénoncer. Et à Charmes, nous avions aussi une garde allemande, qui était dans le château qui est ici à côté au quartier de Clairefonds. Et cette garde allemande se relayait pour faire la navette sur la Nationale 86 et arrêter tous ceux qui y passaient. Il était interdit d'ailleurs par le service allemand de faire des réunions de plus de 3 personnes dans la rue. On n'avait pas le droit de discuter dans la rue. Et les gens se cachaient pour pouvoir aller discuter chez les uns ou les autres. Il fallait faire très attention. Je suis allé à la poste, j'ai envoyé les papiers d'identité à ma soeur et à ma mère, en expliquant que j'avais besoin d'argent. Et bon, même pour envoyer le courrier, je n'avais pas d'argent. Mais la postière m'a fait confiance. Et je suis allé à la gare de La Voulte, avec l'autobus. À La Voulte, j'ai pris un billet pour Montauban. Je suis allé demander au guichetier s'il n'y a pas de danger. Ah, il m'a dit, attendez, rendez-moi le billet. Il m'a pris le billet, il m'a remboursé, il m'a dit, attendez. Il y a un train qui va passer. Une fois le train passé, il m'a conduit sur la voie, il m'a dit, vous allez jusqu'à Livron. Il m'a dit, si vous rencontrez des gardes sur la voie ferrée, il me dit, vous dites que vous allez prendre votre service. Je ne me rappelle plus du nom du mot de passe qu'il m'avait donné. Et puis à quelque temps de là, Édouard, qui avait été blessé parce qu'il avait sauté à travers la lucarne du wagon où il avait été mis, avait été soigné clandestinement. Là, je ne peux pas vous donner de grands détails, mais je sais que tout ça s'est passé comme ça, puisqu'il nous l'avait raconté. Et il a fait savoir, il s'est demandé où ma femme et mon fils ont-ils bien pu aller. Et puis, comme nous étions rentrés en contact, nous avions lié connaissance et avec beaucoup de sympathie, il s'est dit, bon, ben, je vais faire... Et il a fait dire où il était. Alors là, on est allé le chercher. Comment? Je ne peux pas vous l'expliquer. Sans doute mon père serait mieux à même de le faire, sûrement. Et donc, il est venu à la maison aussi. Puis je suis arrivé à Livron. Le train qui allait d'Annemasse à Hendaye, en passant par Toulouse. J'avais fait quelques kilomètres dans la boue, donc on ne prend pas le train avec des chaussures et le pantalon plein de boue. Donc tout le monde me regardait dans le wagon. Et les femmes, il y avait dans le compartiment, il y avait des femmes, elles voulaient me donner à manger, mais j'avais pas faim. Il y avait une femme qui avait un bébé, elle m'a donné un peu de lait. Là, oui, j'ai bu un peu de lait. Et puis quand il s'arrêtait dans une gare où on voyait les Allemands, les femmes baissaient le rideau.
pour ne pas me voir. Alors, arrivé à Toulouse, j'ai pris la direction de Montauban. Ça, c'est la dernière carte que ma grand-mère nous a écrite. Donc c'est une carte écrite au crayon, puisqu'il n'avait pas le droit d'avoir autre chose que des crayons. Et c'est une carte, voilà, une carte postale, avec réponse payée, amusant si on peut dire. Préfecture de police, bureau de la censure, Drancy. Donc adressée à ma mère par, voilà, chambre 2, escalier 15, camp de Drancy, Seine. Mes chéris, enfin votre carte et mon cœur est plus calme des nouvelles qu'elle m'apporte. Reçu colis de Paris, ça c'est de sa fille, de sa fille cadette. Vous remercierez pour moi, car hélas, je ne puis le faire. Inutile d'en envoyer un autre, nous partons demain pour une destination inconnue. Puis, je sais pas. C'est du rail. Bon. Nous partons demain pour une destination inconnue. Quelle horreur et quelle fatalité. Je voudrais avoir le courage et la force de supporter tout cela. J'espère quand même en Dieu pour pouvoir vous revoir un jour et vous serrer tous sur mon cœur. Je ne cesse de penser à vous dans mon état ou dans mon oui, je lis ça, mes chéris. Ne vous faites pas trop ne vous faites pas trop de mauvais sang. Moi, je veux vivre pour avoir le bonheur de mourir près de vous. J'aurai du courage, je vous le promets. Le plus horrible, c'est de rester sans nouvelles. Dieu aura peut-être pitié de nous et allégera notre misère. Je vous serre tous dans mes bras, et vous et mon petit Jean, en vous embrassant comme je vous chéris, maman. Voilà. Tout ce qui reste. Arrivé à Montauban, à la sortie, il y a la police allemande et la police française. Comment sortir? Il y a des femmes qui avaient des enfants. Elles m'ont donné leurs valises, elles m'ont encadré et je suis passé entre elles. Je suis allé à Montauban le 26 janvier 1943. Alors vous voyez en très peu de jours le parcours qui a été effectué.
sûr. Comme un jardin, alors elle peut lui mettre des choses dedans. Mais, monsieur. Oh, mais Voilà. on n'est jamais gêné. Hein, On est- Là, il y a les pelouses. On va aller voir le jet d'eau. là-bas. Le jet d'eau. Pour emmener une à Marie. Voilà. Voilà, Mais voilà. regarde tout ce qui se prépare. Regarde les boutons là-haut. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ben, on arrivait à tous manger. Je sais pas comment on faisait. Tu te rappelles pas ce que tu mangeais tout petit, Non. par exemple? Au moins, ouais. Je sais du riz, sûrement du riz, parce que papa en rapportait du casque journaux. Ça, c'est sûr. J'ai pas le souvenir de ça, moi. J'ai pas. C'est-à-dire que quand on voit les choses, tu vois, quand j'ai vu la porte du lycée tout à l'heure, ça m'a rappelé quelque chose. Bon, je sais pas quoi. C'est une image que je dois avoir dans la tête quelque part. Ben, bien sûr. Alors il y a des choses comme ça qu'on. Moi, que tu sortais pas beaucoup, tu étais dans Ouais, la mais enfin, maison. ouais, mais on voit des choses quand même. Oui, oui, mais quand tu... On voit et après on les fixe pas parce que le temps passe, vrai. mais sûrement que j'avais des. Ah, le petit Jean. Ça, alors, ça me fait... Ouais. Tu seras toujours le petit Jean, toujours. Ouais. Contre tout le monde, contre tous les généraux, c'est vous. Ce bon gâteau vous apporte le bonheur, que la vie entière soit douce et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Alors, c'est celui-là. 1, toi tu sais ici, là. 1, 2, 3. Encore. Bravo. Allez, Oscar.